bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de revenir vachement en arrière, puisque effectivement je vais revenir sur mes lectures de 2024 et un petit peu de 2025 à travers cette update lecture. En gros, je vais vous présenter une dizaine de livres qui va mélanger à peu près tout, adultes, enfance, jeunesse, ado, romans, manga, bande dessinée, bref, il y aura un peu de tout. Et évidemment, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur chacune de ces lectures, je vous renvoie à Livre Addict Babelio, parce que peut-être que j'aurai très certainement même mis une chronique pour en avoir un petit peu plus à vous mettre sous la dent, mais surtout je vais pouvoir lister sous cette vidéo chaque titre que je vais vous présenter et ça vous donnera l'occasion, en plus de découvrir les avis d'autres lecteurs et lectrices. Comme pour l'update lecture précédent, qui remonte à un bout de temps maintenant, je vais utiliser en fait mon Bugeot lecture, donc mon petit carnet de lecture personnel, et je vais remonter dans le temps, donc on va faire la lecture la plus ancienne à la lecture la plus récente. Et comme je pense avoir à peu près tout dit, au pire, soit je rajouterai un petit encart en bas, ou sinon je m'en rappellerai certainement si j'avais des choses à vous dire d'important en fin de vidéo. Et puis on va se lancer maintenant. Alors, je constate que la première lecture va être très amusante, ça va être un peu ambiance, mais pas la bonne ambiance, puisque la première lecture dont je dois vous parler a été un fiasco, une déception, un quasi-abandon en vrai. Donc autant vous dire qu'on démarre sur les chapeaux de roue. Le roman s'intitule La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Seft aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Une créature légendaire fait son apparition et une grande chasse va se lancer. Margaret y voit donc un excellent moyen de pouvoir retrouver et renouer le contact avec sa mère, qui est une très grande alchimiste et qui est apparemment de nouveau sur les routes pour assouvir sa passion. Cependant, la règle de cette chasse est formelle, Margaret ne pourra y participer qu'avec un alchimiste. Elle accepte donc de se lier avec Wes, qui est certes très débrouillard, mais qui est loin d'être un alchimiste très compétent. Ainsi, cette chasse promet d'être épique. C'est un roman que j'ai emprunté à la médiathèque parce que quand je l'ai vu passer, je me suis dit je peux pas passer à côté du fait de l'emprunter parce que c'était déjà dans sa version collector, et en plus de ça, il y avait de très bons avis sur ce roman. On était sur de la fantasy, certes il était catalogué romantasy, mais j'avais quand même envie de découvrir un petit peu plus sur la romantasy, et je sais pas, la couverture, le résumé surtout, le résumé qui est excellent. Vraiment bravo au service marketing d'avoir réussi à faire un aussi bon résumé, parce que vraiment, si le résumé avait été très factuel, à savoir collé à ce qui se passait dans le roman, jamais de la vie je ne l'aurais emprunté. De ce que je me souviens de cette lecture qui remonte à janvier 2024, donc c'est un petit peu vieux dans ma tête, j'avais beaucoup aimé l'univers, ça c'est sûr, je l'avais trouvé percutant et intéressant, bien ficelé, il y avait quelque chose de fantaisie, mais avec une espèce de, je sais pas, d'emprunt à tout ce qui est un peu Inde. Il y avait dans les noms des personnages, dans les costumes, dans les couleurs, dans la façon de penser, j'allais dire un petit peu les deux mondes qui se font face. Il y avait donc quelque chose de très différent dans la base que l'autrice a utilisée pour créer différents éléments. Donc ça m'avait beaucoup plu, et j'avoue que c'était vraiment le très gros plus à mes yeux. Autre élément que j'avais beaucoup aimé, c'était le fait que les personnages pris indépendamment et dans la notion de duo couple étaient vraiment bien fichus, dans le sens où l'évolution était très intéressante, les thématiques rattachées à chacun de ces personnages, moi, m'avaient beaucoup séduite. Je trouvais que l'autrice avait fait un très bon travail là-dessus, et que les personnages avaient une chouette dynamique entre eux. Malheureusement, si j'ai adoré le personnage de Wes, j'ai beaucoup moins adhéré à celui de Margaret. En plus de ça, j'ai mis du temps à rentrer dans le récit parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long.
C'est le fameux show don't tell que j'apprécie de moins en moins, je dois dire, parce que c'est très bavard, ça balance énormément d'infos, on a vraiment cette relation qui se noue, amitié, slash un petit peu défiance, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits aussi. Les personnages se cherchent, essayent d'interagir l'un avec l'autre et de construire cette fameuse chasse. Et je trouve que le côté romantasy a pris le pas sur l'intrigue de fantasy. Ce qui fait que c'est très bavard, c'est très fouillu au début et j'ai eu du mal à m'intéresser. Et en plus de ça, en plus d'être hyper long, c'est assez redondant. Je trouve que l'autrice a beaucoup répété des choses qu'elle a déjà dites précédemment, sous une autre forme certes, mais qu'elle se répète beaucoup. Ce qui fait qu'à la fin des fins, il y a 300 pages où j'ai pas accroché, j'ai pas adhéré. La chasse, elle commence qu'aux 3/4 du récit, donc beaucoup trop loin pour que ça m'intéresse finalement. Elle est résolue en très peu de temps, en plus de ça, donc ce qui était un élément, j'allais dire, clé et central dans le résumé, ne l'est pas finalement dans le récit. Donc il y a beaucoup d'éléments qui m'ont gêné, beaucoup de choses qui m'ont rendu la lecture ardue, poussive, et j'ai fini par lire, j'allais dire la quasi-moitié en diagonale, espérant me rattacher un peu aux branches pour renouer un peu mon attention, mais ça n'a pas fait. Je trouve la fin un peu brute de pomme et pas très bien faite non plus. Il y a beaucoup de très bons éléments, mais ils ne sont pas explorés pour que la mayonnaise elle prenne. On va enchaîner avec une très bonne lecture pour le coup et une très bonne découverte, je trouve aussi, à tel point que je pense surveiller l'autrice de très près dans ses prochaines parutions. Il s'agit d'une bande dessinée, d'un comics plus exactement, Pilou des bois de Meka Nguyen aux éditions Kinaï. Willow adore la calme et paisible forêt près de chez elle qui contraste tant avec ses émotions tumultueuses. Fuyant sa maison un jour où ses émotions la submergent, elle tombe sur une fée des bois égarée, Pilou. En somme, j'ai trouvé que c'était une excellente bande dessinée sur les relations familiales, que ce soit du côté de Willow ou du côté de Pilou. J'avais trouvé aussi très intelligent le travail sur les émotions, qui est un vrai bonheur à lire, vraiment, tant du côté de Willow que celui de Pilou. La dynamique entre les deux fillettes est incroyable, j'ai trouvé ça vraiment touchant, attendrissant et bien fait. Donc un sans faute de ce point de vue-là. On a donc une belle histoire d'amitié féminine sur fond d'anxiété, de colère, de deuil, de tristesse. Il y a énormément de choses qui gravitent autour des deux héroïnes et autour de ce qu'elles vont découvrir à travers cette forêt, parce que oui, il y a la partie de Willow qui est beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus réaliste, mais il y a aussi le côté un peu plus fantaisiste et fantasque à travers Pilou et le fait que c'est une fée. J'ai trouvé que c'était une bande dessinée très douce, très poétique aussi, dans son texte notamment qui est soigné, qui a voilà, une petite patte très intéressante, très chouette à lire, c'est agréable, c'est accessible. Et en plus de ça, j'avais bien aimé les planches que je trouve magnifiques. J'adore le trait qui est très fin, j'adore ces palettes de couleurs très naturelles. Voilà, c'est aussi beau à voir que profond dans le travail de l'autrice par rapport à toutes les thématiques exploitées qui le sont vraiment bien. C'est-à-dire que c'est pas fait par-dessus la jambe, c'est pas un petit bout et après on n'entend plus parler. Il y a une vraie rythmique qui se joue dans les thématiques, en même temps que l'évolution des personnages eux-mêmes. La fin est très délicate et touchante. Donc c'est une bande dessinée qui est mignon tout plein, qui est vraiment chouette, qui me rappelle quelque part le Sad Ghost Club ou encore Lightfall dans ce traitement sur l'anxiété, sur le traitement des émotions et de la personnalité. Il y a une belle sororité aussi, je trouve, à travers l'amitié des deux filles. Donc ouais, une très chouette découverte. Et si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez vraiment pas à vous plonger dedans parce que c'est pépite.
Je vais rester sur de la bande dessinée et je vais rester aussi sur des emprunts faits à la médiathèque. Il est temps pour moi de vous parler des Sœurs Grémillet, le tome 1 à 3 que j'ai pu lire l'année passée. On la doit à Giovanni Di Gregorio et à Alessandro Barbucci. Et cette saga de bande dessinée jeunesse, vous pouvez la retrouver aux éditions Dupuis. Et si jamais le nom d'Alessandro Barbucci vous parle, c'est normal, c'est le créateur des Witch. En tout cas, un des créateurs. Sarah, Cassiopée et Lucille ont beau être de la même fratrie, elles sont très différentes de caractère et dans leur passion. Et les Sœurs Grémillet nous réservent bien des surprises et des aventures passionnantes sur leur famille, le passé ou encore leur vie en tant qu'enfant adolescente. C'est un résumé très généraliste parce que évidemment chaque tome est autoconclusif. Si évidemment il y a un fil rouge entre tous ces tomes, notamment la famille et 3 sœurs Grémillet plus précisément, chaque tome a sa petite histoire et ça c'est vraiment très cool. Et cerise sur le gâteau, chaque tome présente une des sœurs Grémillet dans une histoire qui la concerne de plus près. Le premier tome on est avec Sarah, le deuxième tome c'est plutôt Cassiopée et le troisième c'est Lucille. Je ne sais pas si passé ces 3 tomes, la saga continue dans cette espèce d'échange. Chaque tome égale une sœur différente ou si on a plutôt les 3 sœurs d'un coup d'un seul. Peu importe, en tout cas j'ai vraiment hâte de continuer la série et de pouvoir emprunter les autres tomes à la médiathèque déjà. Je trouve que la série se rapproche beaucoup des Carnets de cerises dans cet aspect très ancré dans le réel, dans le contemporain et aussi à travers toutes les thématiques exploitées où on retrouve l'enfance, l'adolescence, l'imaginaire, tout ce qui va toucher aux animaux, tout ce qui va toucher aux secrets, à la famille aussi. Mais là où la série se dégage des Carnets de cerises, c'est dans cet aspect de réalisme magique. En effet, on a quelque chose autour des rêves, il y a un aspect parfois un peu gothique pour le second tome. Dans le troisième tome, on a cette histoire autour de la baleine. Donc il y a des petites pointes de fantastique, de réalisme magique qui donnent une autre ambiance, une autre atmosphère à cette saga. Autre chose très intéressante, l'ambiance de la bande dessinée est soignée, que cela soit par les textes qui eux sont très drôles, accessibles, ne mangent pas les illustrations, est là pour faire avancer l'action, le récit, mais aussi pour comprendre les sœurs Grémillet et leur personnalité. Qui plus est, les 3 sœurs sont très attachantes, elles sont très différentes, pas toujours en totale harmonie, mais quelque part j'aime beaucoup cette dynamique qui est parfois écorchée, qui est parfois pas toujours très sympathique ou gentillette, mais qui gagne en humanité. Et ça c'est très beau à voir l'évolution entre les 3 sœurs dans leur relation. Les personnages, comme je vous disais, sont très bien faits, mais ça marche aussi bien pour les personnages principaux que les personnages secondaires, comme par exemple la mère des 3 sœurs Grémillet ou encore la grand-mère. Les 3 tomes ont une atmosphère bien propre à eux, et j'avoue que mon petit chouchou, mon préféré, c'est probablement celui sur Lucille, parce qu'on a toute cette affaire de chasse au trésor, de retour dans le passé avec des vieilles photos, des vieilles lettres, qui moi m'a vraiment beaucoup touchée et impactée. Et aussi toute cette histoire de Lucille autour de la protection et de la défense de l'environnement, mais notamment des animaux, ou encore cette histoire de baleine. Et je trouve que le troisième est le plus abouti, le plus intéressant de mon point de vue évidemment. Pour d'autres ça va être celui sur Cassiopée ou sur celui sur Sarah. Par contre il y a de très fortes chances pour que mon tome préféré ne soit pas celui que vous allez aimer forcément. Il y en a qui ont préféré celui sur Cassiopée. Je peux comprendre la thématique un peu gothique, un peu fantôme, qui est parfaite pour l'automne. D'autres ont préféré le côté un peu plus onirique de celui de Sarah. Donc vraiment ça va dépendre de qui est votre sœur préférée et de quelle histoire va vous impacter le plus. En tout cas, moi c'était une très très bonne découverte, j'ai adoré, les illustrations sont en plus de ça magnifiques je trouve. C'est Alessandro Barbucci, donc évidemment que c'est magnifique à regarder, que ce soit en termes de couleurs ou en termes de lignes, d'expression du visage, du chara-design aussi. Moi je suis très très contente d'avoir pu découvrir cette série et il me tarde de replonger dedans en pouvant emprunter la suite puisqu'il me semble qu'on est déjà au tome 6. Jusqu'à présent, je vous ai présenté des livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Et bien voici le tout premier livre
que j'ai à vous présenter en physique, puisque c'est un livre de non-fiction qui plus est, et qui concerne la thématique du dessin. Voici donc Dessiner les créatures kawaii de la forêt d'Angela Nguyen aux éditions Erol. Ce livre, je l'avais reçu grâce à une masse critique Babelio. En gros, tout un univers craquant à croquer. Apprends à dessiner de gentils animaux des bois, des champignons trop mignons, des fées, des lutins et toutes sortes d'objets qui décoreraient à merveille une cabane dans les arbres. Laisse-toi guider pas à pas pour donner un air kawaii à tous tes dessins et même des loups terrifiants deviendront tes meilleurs amis. Recopie les modèles ou laisse libre cours à tes idées. Tout ce qu'il te faut, c'est un crayon et une feuille de papier pour te lancer. C'est un livre de non-fiction, un guide pratique, notamment de dessin, qui est davantage destiné aux enfants, mais je trouve très sincèrement que si vous avez des enfants à proximité, si vous êtes par exemple un animateur, ou si vous avez envie de développer des ateliers autour de l'illustration, ou si vous êtes parent, grand-parent, tante ou tonton, clairement c'est un livre à avoir si vous avez un enfant qui aime dessiner, parce que clairement il est génial. Je trouve que le livre est vraiment simple et accessible à toutes et tous, parce que les structures sont faciles à acquérir, c'est coloré, jovial, c'est mignon tout plein, c'est normal, allez-vous me dire, c'est du kawaii, mais c'est hyper bien expliqué en matière de base et de structure, en matière d'expression, en matière de position aussi, donc tout ce qui est ce qu'on appelle chez nous les lignes d'action. Donc pour rendre un visage plus vivant, les vêtements, les motifs, et vous avez toutes sortes de personnages, d'objets, d'éléments naturels à apprendre à dessiner. En plus de ça, si jamais vous avez envie de décorer des carnets et de le faire vous-même en tant qu'adulte, ça marche parfaitement, c'est applicable. En plus de ça, je trouve que la maquette est réussie parce qu'on ne s'y perd pas. Donc si il vous intéresse, foncez-y. En plus de ça, il y a toute une collection manifestement, donc si jamais l'autrice illustratrice en sort avec d'autres thématiques, nul doute que je craquerai un jour ou l'autre dessus, parce que ouais, j'ai beaucoup aimé cette lecture. On va partir, et j'ai pas fait exprès, sur un autre livre de masse critique Babelio, et cette fois-ci un livre qui respire et qui sent bon l'été, puisqu'il s'agit d'un album jeunesse de Koshiro Hata aux éditions Michi, à la faveur de l'été. En quatrième de couverture, on a entendu toi aussi le doux chant de l'été, et en gros, pour avoir fait un petit résumé dans mon Bujo lecture, lors d'une chaude journée d'été, un petit garçon court à travers la campagne dans une aventure entre jeu et défi, avec effort et persévérance. Le tout pour retrouver son scarabée avant la tombée de la nuit. On a donc là un très bel album jeunesse sur la thématique de l'été, qui est une vraie ode à l'enfance, à ce côté jeu, aventure, émerveillement, lien avec la nature aussi, puisque ce gamin va courir à travers différents paysages pour retrouver son scarabée. L'auteur-illustrateur étant japonais, on a des pleines pages de paysages du Japon, avec la culture, les mœurs, les us et coutumes du pays, notamment à travers l'été, cette chasse au scarabée, comme je vous disais, les grands paysages, mais aussi une manière d'aborder les illustrations et le texte, puisqu'on sait que les albums jeunesse qui priment, ce qui est intéressant, c'est la relation entre les deux. Et là, le texte est peu bavard et laisse respirer les pleines pages au niveau des illustrations qui, elles, sont faites à la main, en peinture, donc c'est vraiment intéressant à regarder. Vous l'aurez remarqué rien qu'avec la couverture ou la quatrième de couverture, les couleurs sont pétillantes et vibrantes. J'ai adoré découvrir les jeux un peu de texture, parce que comme je vous disais, bon voilà, les nuages qui s'est fait à la main, donc c'est incroyable. Mais on a comme ça des pages avec des bâtiments, on a des choses qui sont beaucoup plus axées nature avec des animaux ou des insectes. On a aussi des jeux de rythmique avec un séquençage par rapport à la chute. Donc c'est vraiment avec des illustrations incroyables et un rapport texte-image qui moi m'a fasciné du début à la fin. J'ai trouvé le texte absolument attachant et poétique, j'ai adoré ce petit garçon et le suivre d'un bout à l'autre pour espérer retrouver le scarabée moi aussi in fine.
Et je comprends pourquoi cet album est au Japon un carton plein, pourquoi c'est un classique même de la littérature japonaise en matière d'album jeunesse. Alors là, on va repasser du côté du livre emprunté à la médiathèque, donc je mettrai la couverture par ici. Et on va passer sur un pas bon moment, je trouve, puisque là on va parler d'une déception. La petite pharmacie littéraire d'Elena Molini aux éditions Michel Lafon. Pour réaliser son rêve et ouvrir sa librairie au cœur de Florence, Blue a une idée, prescrire les livres comme des médicaments. Elle entend bien redonner le sourire à tous les clients qui passeront la porte de sa petite pharmacie littéraire. Mais l'esprit de Blue reste captivé par ce client à la Gatsby le magnifique. Saura-t-elle trouver le chemin de son propre bonheur? Alors, pour ce livre, il faut savoir un truc. C'est qu'à la base, Elena Molini est libraire. Et sa librairie, eh bien, c'est la petite pharmacie littéraire. C'est-à-dire qu'Elena Molini a ouvert une librairie dans laquelle les livres sont rangés selon les maux dont vous souffrez. Ça peut être anxiété, ça peut être le deuil, ça peut être recherche d'une amitié féminine, ou voilà. C'est pas forcément des trucs négatifs, ça peut être aussi sur des thématiques plus positives. Mais elle l'a rangé de manière à conseiller ses clients selon leurs besoins, selon leurs envies, et pas selon les auteurs, si c'est de la littérature étrangère ou française, donc italienne pour le coup, si c'est jeunesse ou adulte aussi, voilà, ça n'existe pas là-bas. Le quotidien de l'autrice étant très atypique pour le coup, je me suis dit qu'en empruntant ce livre, j'allais avoir l'histoire de la création de la petite pharmacie littéraire, que j'allais avoir un peu le quotidien d'Elena Molini, certes à travers le regard de Blue, mais quand même quelque chose d'un peu nourri, intéressant sur ce sujet. Eh bien, pas du tout. Et c'est ça qui a été, je pense, la plus cruelle déception, c'est que vraiment, réellement, les passages à la librairie sont quasi inexistants. Là où je m'attendais à quelque chose un petit peu à la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, où on allait avoir un défilé constant de clients avec voilà, leurs problèmes, leurs petites histoires à faire évoluer au fil du roman, là on n'a rien de tout ça. Les clients sont inexistants, la librairie est quasiment absente du récit. On a plutôt le récit de Blue qui monte petit à petit sa librairie et des débuts de la librairie. Mais c'est une intrigue qui est quasiment tertiaire parce que l'intrigue principale c'est Blue et ses amis. L'intrigue secondaire c'est ce fameux client à la Gatsby. Et alors là, deuxième déception, puisque ça n'a ni queue ni tête. La romance est inexistante, la relation est inexistante. Ça part dans tous les sens. Je n'ai pas compris qui était ce client, qu'est-ce qu'il fichait là, c'est quoi son histoire. J'ai pas capté non plus pourquoi les amis de Blue sont parfois très imbuvables, détestables. Le début était vachement bien. Et puis passé les 4-5 premiers chapitres, tout est allé de pire en pire. Et j'ai fini par complètement lâcher l'histoire, à la lire en diagonale. Et vraiment, déception sur déception sur déception. Et rien n'était là pour rattraper la déception précédente. Donc j'ai fini par lâcher l'affaire. J'ai lu la fin, mais vraiment, j'étais pas du tout impactée, pas du tout intéressée. Et ouais, ça n'a pas été une bonne lecture. Donc si jamais vous l'avez lu et que pour vous ça a été une meilleure lecture pour moi, bah, je serais contente de savoir ce que vous en avez pensé, de ce que vous en avez retenu. Et surtout, est-ce que le deuxième tome, puisqu'il y a eu une suite récemment, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ou est-ce que vraiment c'est sur la même lancée que le premier? Si c'est le cas, ça ne m'intéressera pas, mais si le deuxième tome est beaucoup mieux et s'intéresse davantage aux clients, peut-être qu'un jour je lui redonnerai une chance. On va changer de salle et d'ambiance avec une bonne découverte de cette année 2024, quand même un petit coup de cœur je trouve,
parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes d'un manga qui s'intitule Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse aux éditions Doki Doki, et on doit cette saga à Hiro Kashiwaba. Jeanne est une vieille sorcière recluse qui a autrefois vaincu le roi des démons et qui a été oubliée depuis. Pour briser sa solitude, elle invoque un nouveau familier. Mais la créature ne vole pas, ne crache pas du feu comme son dragon d'antan. C'est un énorme chat mignon et un brin têtu. Déjà, j'ai beaucoup aimé le fait, c'est un peu comme Frieren, même si j'ai pas lu ce manga, mais on ne part pas de l'histoire des démons et de la sorcière avec le roi qui essaye de les défaire, mais on parle de l'après, et d'après, bien après, puisque Jeanne a beaucoup vieilli, c'est devenu une vieille sorcière qui fait un peu peur à tout le monde a un petit peu oublié son rôle d'ailleurs dans cette histoire, et elle se retrouve isolée, recluse, elle a perdu son ancien familier, elle va en invoquer un autre, sauf qu'elle tombe sur un chat, qui normalement devrait être un chaton dans notre monde, et qui se retrouve dans cet univers à être un chat absolument énorme, vraiment de la taille d'une maison, de sa maison quasiment d'ailleurs. Et ce chat a un curieux tempérament, à la fois curieux, amusant et un peu aigri, un peu désabusé par moments. Vraiment le chat dans toute sa splendeur, je trouve, bien retranscrit dans le manga. Et la dynamique avec Jeanne qui est plutôt grincheuse, plutôt acerbe, plutôt toujours mécontente de tout ce qu'elle fait, de tout ce qui lui arrive, pas très envie de participer à quoi que ce soit dans sa vie ou dans la vie des autres. Donc j'ai trouvé la dynamique assez incroyable, improbable en termes de duo, parce que ça percute forcément et ça titille ma curiosité, donc c'est aussi pour ça, rien que pour le titre, que je l'ai emprunté. Et je regrette pas, parce que je trouve la chimie entre les 2 persos excellente, je trouve l'univers bien fichu, malgré le fait que l'histoire de fantasy commence à prendre le pas sur l'aspect plutôt, on va dire, tranche de vie du premier tome. Et bien malgré ça, je trouve que le manga s'est habilement mêlé tranche de vie avec histoire de fantasy. Et comme je vous disais, on sort un peu des sentiers battus avec ce côté, on n'est pas dans l'histoire de fantasy purement et simplement, mais dans le après. Et les personnages sont très attachants, donc le gros chat et Jeanne évidemment, myriade de personnages secondaires qui sont très intéressants, qui ont un rôle qui est captivant, une évolution qui permet toutes les fantaisies aussi. Donc ouais, j'ai bien aimé les personnages, l'ambiance, l'atmosphère, le texte, les illustrations, les planches sont soignées et magnifiques, je trouve. Donc pas mécontente d'avoir cédé à la curiosité, et c'est une histoire finie en 5 tomes qui plus est, donc dès que j'aurai la possibilité d'emprunter les 3 derniers, bah, je me précipiterai dessus parce que c'est vraiment un chouette manga. Je vais profiter de cette update lecture pour vous parler d'une série qui est à destination pré-ado, jeunesse, puisqu'on est sur une lecture à partir de 10 ans. Une très chouette saga, une trilogie actuellement, peut-être qu'il y aura une suite, peut-être pas. En tout cas, je vous la recommande si elle vous intéresse, elle vous intrigue, parce qu'elle vaut le détour. L'année passée, j'ai lu le 3e tome de La Maison Chapelier de Tenzin Merchant aux éditions Gallimard Jeunesse. Sachez que je vais profiter de cette update lecture pour revenir un petit peu sur les 3 tomes, parce que c'est un peu dommage que je vous donne mon avis sur le 3e en particulier, vu que ça risquerait de spoiler pas mal de choses. Donc je vais y aller un peu joyeusement dans la globalité, m'en voulez pas. En tout cas, le tome 1, si jamais vous le cherchez, il existe aussi bien en grand format qu'en format poche. Vous avez le 2e tome qui lui s'intitule La Société Secrète. Et le 3e, celui que j'ai lu, Les Artisans du Désordre. Pour le petit résumé, un grain de folie et de la magie au bout des doigts. Tel est l'adage de la famille Chapelier qui fabrique des chapeaux magiques de génération en génération. Lorsque son père disparaît au cours d'une expédition à la recherche d'une plume d'oiseau rare,
La jeune Cordelia Chapelier jure de le retrouver, quitte à mettre la ville de Londres sans dessus-dessous. Petite précision, on est sur le Londres du XVIIe, XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Donc concrètement, on est sur un roman historique, puisqu'on est clairement ancré dans le Londres du XVIIe, XVIIIe, mais il y a ce côté fantastique avec ces artisans, ces guildes qui se départagent en fait Londres, et chacune de ces guildes a une spécialité en matière d'artisanat. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, un aspect magique qui n'est pas piqué des hannetons. On est clairement sur un roman, sur une saga même, qui est menée tambour battant, parce que côté rythmique, ça envoie tout le temps. C'est rythmé, entraînant, c'est super bien écrit. L'autrice a fait un incroyable travail pour nous immerger au cœur de Londres, dans cet aspect historique, tout en offrant quelque chose de soigné en termes d'humour. Moi j'ai beaucoup aimé les répliques qui font mouche. Il y a un petit ton malicieux qui vraiment, moi, m'a beaucoup séduite. J'ai adoré les personnages principaux, secondaires, tertiaires, antagonistes, protagonistes, peu importe ce qu'ils sont. Ils sont toujours à fond, ils sont toujours partants pour des aventures. C'est toujours... voilà. Il y a un côté fantasque, farfelu, mais qui fait du bien, qui est enlevé, qui est truculent et qui, moi, m'a vraiment séduite dès les premiers chapitres du tome 1. Je trouve en plus de ça que le personnage de Cordelia, donc l'héroïne, est clairement géniale, indépendante, débrouillarde, elle est irrésistible, elle est passionnante à suivre, elle est très perspicace et intelligente. J'aime beaucoup sa sensibilité et j'aime énormément le fait qu'elle se démène envers et malgré les adultes pour essayer de mener sa petite enquête et de retrouver son père. Pour terminer cet avis autour de la maison Chapelier, je tiens juste à ajouter qu'il y a des illustrations, certes en noir et blanc, mais des illustrations qui sont très chouettes quand même. Et en plus de ça, on a à la fin tout un index, on a des cartes en plus, donc vraiment c'est un livre qui est pensé, que ce soit sur le fond ou la forme, pour voilà, donner du sens à cet univers de la matière. Faites-vous plaisir, une petite retombée en enfance s'impose avec la maison Chapelier. Et enfin, juste quelques secondes de votre temps pour vous dire que le tome 3 était incroyable, il est déjà beaucoup plus épais que les autres et l'aventure vaut le détour parce que voilà, une intrigue en haute mer avec des pirates et tout ce qui va avec les artisans du désordre et plein de petits trucs que je vous laisserai découvrir si jamais ça vous tente. Vraiment un très bon tome. La lecture suivante est un livre audio du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. La version papier est chez De Noël, mais il me semble qu'il y a chez Folio un poche. Et sinon, moi, la version audio est éditée par Gallimard et c'est lu par Clotilde Sey. Clotilde Sey, c'est également la narratrice des versions audio de La Passe Miroir. Et bien, clairement, vu l'excellent travail qu'elle a fait sur cette version du thé pour les fantômes, il y a fort à parier pour que je craque un jour sur les versions audio de La Passe Miroir parce que ça doit valoir le détour. En vrai, j'ai été fascinée par l'écriture que j'ai trouvée fine, aboutie, vraiment travaillée dans les jeux de mots, dans la manière de ciseler les phrases, de les tourner, de travailler les différents, on va dire, jeux de mots, grammaire. Il y a des choses qui font que on a une plume vraiment, réellement soignée de bout en bout et qui joue énormément sur les révélations, les non-dits, les petits indices formulés ça et là, à qui il faut être attentif en fait finalement pour essayer de percer les mystères autour de cette famille. Parce que oui, je m'emballe, mais je ne vous ai toujours pas présenté le résumé. Du coup, on retrouve Agonie qui est une sorcière et Félicité qui est passeuse de fantômes. Le silence dure entre elles depuis 30 ans jusqu'au jour brutal où leur mère décède. Réunies malgré elles, elles vont essayer de recueillir les derniers mots. Elles vont mener toute une enquête pour retracer la vie, le passé fait de vivants et de morts, de secrets et de curiosités qui les entourent et qui entourent leur mère.
Ainsi, vous l'aurez compris que l'ambiance, je vous disais, est très automnale, est très chargée dans les émotions, dans les secrets de famille, dans ce côté un peu automne, triste, pluie. Cependant, on y trouve tout un tas de sujets qui se mêlent, s'entrecroisent à travers tous ces personnages assez fantasques que les deux sœurs vont croiser sur leur route. En plus d'être un récit très fantastique, la sorcellerie, passeuse de fantômes, la mémoire, la magie, il y a des croyances intimes, personnelles qui se mélangent, qui s'invitent. Il y a un côté presque gothique au récit, donc vraiment l'ambiance, l'atmosphère est unique, atypique et soignée par l'autrice qui a fait un excellent travail dessus. Je suis restée passionnée non seulement par l'intrigue, par les thématiques soulevées par l'autrice, par les personnages, ce qu'ils vivent et ce qu'ils nous transmettent. Et c'est vrai que j'étais fascinée par tout le travail abattu, la plume, l'atmosphère, les personnages dans leur caractérisation, dans leurs relations, les secrets de famille, la vérité autour de toute cette histoire qui concerne leur mère, mais aussi leurs ancêtres et les deux sœurs, leurs relations. Donc j'étais, si vous voulez, fascinée par toute l'expérience vécue, auditive, la langue, l'ambiance, les personnages. Et je vous avoue que ce n'est pourtant pas un coup de cœur. C'est-à-dire que pris indépendamment les uns des autres, tous ces éléments sont excellents, magistral, mené avec maestria incroyable, mais je suis restée un peu sur le côté. Peut-être que j'ai été trop fascinée, trop scotchée par tout ce qui se passait à travers cette lecture dans ma tête et dans ce que je ressentais pour vraiment être à fond dedans et me retrouver impliquée. Il y avait une espèce de petite distance, je trouve. Peut-être parce que tout était trop beau, trop parfait, trop incroyable. Et ouais, il m'a manqué une petite faille, un petit truc que je pourrais même pas vous expliquer en vrai. Même si j'avoue que les deux sœurs m'ont un peu laissé de marbre par moments, m'ont un peu agacée par moments aussi. Voilà, à part ce petit couac, mais tout léger finalement. Vraiment, si vous avez l'intention un jour de vous plonger dans du thé pour les fantômes, faites-le parce que c'est vraiment atypique, c'est un ovni littéraire, littéralement. On s'approche doucement mais sûrement de la fin de cette date lecture. Il me reste 2 titres à vous présenter. Et surprise, ces 2 titres datent de cette année 2025. En plus de ça, je n'ai pas fait exprès puisqu'on va terminer sur 2 titres, 2 très gros coups de cœur de cette année. Premier livre, une très grosse briquette, puisqu'il s'agit là d'une intégrale, Steam Sellers d'Ellie S. Green aux éditions Gulfstream Éditeur. Non seulement c'est la version intégrale, mais c'est aussi une version collector, puisque même si le préquel est sorti entre temps, à l'époque de sa sortie, cette briquette avait un inédit, à savoir le préquel, qui lui s'intitule Les Enfants de la Fortune. Vous retrouvez donc l'héliotrope, les alchimistes et le passeur d'âmes, avec évidemment tout un tas de petites surprises que seule cette intégrale collector avait, comme des illustrations, des lettres, bref. Gulfstream a mis les petits plats dans les grands pour fournir un très beau livre. Qu'en est-il du fond? Laissez-vous porter par les vents à bord de l'héliotrope pour un voyage inoubliable. Des îles suspendues jusqu'aux profondeurs de la Terre, accompagner son équipage de pirates aux côtés de la jeune Prudence, à la recherche de la mystérieuse cité impossible des alchimistes et de leurs secrets oubliés. J'avais lu le tome 1 il y a fort longtemps, donc j'étais refaite de pouvoir tout simplement opérer une petite relecture pour me rafraîchir la mémoire et aller de bon cœur dans la suite, puisque ça a été mon livre de février, mais je l'ai lu en très peu de temps, il faut bien l'avouer. Même si j'ai savouré ma lecture, c'est quand même ultra prenant. On est là sur un univers de steampunk / fantasy, donc de la science fantasy. On a un côté pirate dans les airs,
avec des bateaux qui volent. On a un côté magie avec la cité des alchimistes, la magie que Prudence a, mais pas seulement. On a une aventure de pirates, on a toute une histoire aussi de liberté, de un petit peu de politique quelque part, et pas que. Il y a des petites surprises glissées ça et là, mais c'est une aventure qui est menée tambour battant, il se passe toujours quelque chose. Les personnages sont très attachants et intéressants, je trouve. J'ai beaucoup aimé leur relation et la manière dont ils interagissent avec l'univers. Univers qui lui fourmille de pépites, de petites trouvailles qui le rendent foncièrement dense, complet. On a donc une aventure qui est haute en péripéties, en rebondissements, en révélations aussi, avec un préquel que j'ai trouvé très juste, très poignant, très riche en émotions, parce qu'il y a voilà, cette petite saveur des premiers pas de l'équipage en fait de l'héliotrope, comment ils se sont tous rencontrés les uns les autres. Donc il y a quelque chose de très émouvant à le lire en premier ou en dernier, peu importe. Mais qu'on le lise en premier ou en dernier, ce préquel est très chouette et mignonné. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est une petite nouvelle qui se lit assez rapidement, mais ça fait du bien et ça apporte un petit truc en plus au récit. Ça permet aussi de continuer le voyage quelque part avec les personnages qu'on a du mal à quitter, je trouve. J'ai bien aimé la plume de l'autrice que j'ai trouvée soignée, qui est poussée, qui est fine, qui est détaillée, que ce soit en termes de décor, en termes d'émotion, les répliques, énormément d'humour. Moi j'ai bien aimé, c'est vraiment vivant, c'est impactant, c'est prenant. Voilà, une très belle aventure haute en couleurs qui pour moi va être inoubliable. J'ai même hâte d'être dans quelques années histoire de pouvoir le relire parce que je suis sûre que je vais le relire. C'est le genre de récit qui est vraiment bien ficelé, qui mélange les genres, les styles, les différents personnages pour une cause, une aventure qui les dépasse toutes et tous. Donc ouais, un vrai régal à lire. Je pourrais passer des heures, je pourrais presque limite vous faire chapitre par chapitre ce que j'ai aimé. Mais bon, ça fait quand même plus de 700 pages, donc on va s'arrêter là. Un énorme coup de cœur en ce qui me concerne, j'ai pas été déçue une seule seconde par quoi que ce soit. J'étais à fond dedans et j'espère, si vous ne l'avez déjà pas lu, que vous apprécierez l'aventure à bord de l'héliotrope. Dernière lecture pour cette vidéo, on va aller se tourner du côté d'une duologie qui là est parfaite aussi pour la saison automnale. Et bon, là on va dire que c'est un peu moi qui suis à la traîne niveau découverte puisque je suppose que bon nombre d'entre vous l'ont déjà lu. Je vais donc vous parler de Six of Crows, le tome 1 comme le tome 2 de Lee Bardugo aux éditions ici le livre de poche et il me semble que les grands formats sont chez Milan. Les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gang rivaux. L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la pègre est Casebreaker. Aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que dangereux, et surtout connu pour être un voleur hors pair. Prêt à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche marchand Vanek, délivrer un savant du Palais des Glaces, réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du Yurda Parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste des magiciens, les Grisha. Une drogue qui, si elle tombe entre de mauvaises mains, risque d'engendrer un chaos irréversible. Ainsi une duologie qui est écrite en tout petit, vraiment je tiens à le souligner, et deux belles briquettes de 600-500 pages chacune, donc on est sur du 1200 pages, mais une chose est sûre, c'est plus de 1000 pages, incroyable. On est là sur une excellente saga de littérature young adulte, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, puisqu'il y a évidemment des scènes explicites, notamment de violence, mais on n'est pas non plus sur une ultra glamourisation de la violence, c'est-à-dire que ici, on le sait, c'est la règle du jeu, ce sont des gangs rivaux, on a des casses, on a de la violence, on a quelque chose qui est très sombre, mature et percutant, mais ce n'est pas non plus ultra gore, ultra trash. Là, tout est toujours soigné,
bien pensé, écrit, pour ne pas aller trop loin dans l'indicible. Et c'est ça que j'ai énormément aimé avec l'écriture de Leigh Bardugo, c'est que c'est poussé, c'est raffiné, c'est élégant, les personnages ont une évolution, une personnalité, une histoire qui est fouillée du sol au plafond. On a différentes thématiques qui sont abordées, la liberté, le libre arbitre, la puissance, la corruption, l'addiction aussi, donc c'est vraiment ultra passionnant à découvrir à travers tous ces personnages, antagonistes comme protagonistes, nous font vivre différentes péripéties, différents rebondissements, avec des révélations qu'on ne voit pas venir. Moi perso, la plupart des révélations, des intrigues, des rebondissements, des twists scénaristiques, je ne les ai pas du tout vus venir, donc c'était ma foi très intéressant, passionnant. Je suis restée scotchée du début à la fin. Quelques longueurs par-ci par-là, évidemment. On ne fait pas un récit de 1200 pages et plus sans que mon attention soit toujours tout le temps éveillée ou que ce soit pas non plus trop indigeste. Mais c'est vraiment, c'est rien, quoi. Vraiment à côté de tout les très très bonnes trouvailles, pépites, les bonnes choses, les bons éléments que l'autrice a su mettre dans ce récit. Donc j'ai absolument tout aimé. Voilà, les personnages, l'écriture, l'atmosphère, l'ambiance, l'univers qui était fouillé, qui était passionnant à découvrir page après page. Ça aussi, un excellent bon point pour Leigh Bardugo, qui a su travailler univers et personnages couche après couche, chapitre après chapitre. On n'a pas 3 chapitres entiers, voire plus même, sur l'univers, sur les guerres, les peuples, la magie, le système de ci, de ça. Tout est expliqué en temps et en heure et au fur et à mesure. Donc ouais, j'ai une excellente série. J'ai pris une claque aller-retour sur ces 2 tomes, tellement c'était incroyable. Je les ai lus au printemps dernier. C'était peut-être pas la bonne saison, parce que clairement on est plutôt sur un récit qui s'adresse pour l'automne, si jamais vous vouliez le mettre quelque part. Et j'ai vraiment hâte de continuer mon voyage dans le Grishaverse avec les autres sagas de l'autrice. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous aurez fait de très belles découvertes avec cette vidéo. Je vous ai présenté 10-12 récits très différents, que ce soit en termes d'âge, en termes de médias, mais aussi en termes d'ambiance et d'atmosphère. On a du contemporain, on a du cosy, on a de l'aventure, on a des choses qui sont beaucoup plus sombres, violentes, on a des choses qui sont beaucoup plus romantasy, des très bonnes lectures comme des moins bonnes lectures, voire des déceptions ou des abandons. Mais en somme, si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout noter, n'hésitez pas à regarder en arrière parce que j'ai chapitré la vidéo, bien sûr, mais aussi parce que vous aurez les livres cités en barre de description. En parlant de description sous la vidéo, vous retrouverez divers liens, que ce soit pour me retrouver sur les réseaux sociaux, le blog, des réseaux livresques ou encore me soutenir financièrement sur Patreon ou Tipeee. Ainsi, vous avez tout ce qu'il faut histoire de faire votre banana bread préférée. Merci à celles et ceux qui se sont abonnés dernièrement parce qu'on a officiellement dépassé les 600 abonnés et ça me fait vraiment très plaisir. Merci aussi à celles et ceux qui me soutiennent sur Patreon et Tipeee, qui viennent blablater aussi sur Insta ou sur mon blog parce que c'est toujours cool de pouvoir répondre à vos commentaires et d'échanger aussi via cette vidéo puisque l'espace commentaire il est fait pour ça et vous savez très bien ce que je vais vous dire. Si jamais vous avez lu ces livres, oui, non, vous les avez aimés, pas du tout, ils sont vos lectures préférées, ils sont vos pires déceptions de cette année ou des années précédentes. Tout ça m'intéresse forcément, donc n'hésitez pas à venir bavarder en commentaire. Et si jamais vous êtes aussi peu bavard que moi, n'hésitez pas à laisser un petit emoji en termes de commentaires ou tout simplement un like, un petit partage sur vos réseaux, ça marche tout autant. Ainsi, il est grand temps pour moi de conclure cette vidéo en vous souhaitant de très belles lectures. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!